Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous pour cette séance ordinaire. Il est 19h30, donc je vais la commencer. Je vais en fait demander à quelqu'un dans l'équipe d'adopter l'ordre du jour de cette séance. Proposé, M. le maire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour qui a été proposé? Oui. Merci. Oui. Donc on commence aujourd'hui la séance par 2 assemblées de consultation. Jérémy, je vais te laisser la parole immédiatement, puis je vais essayer de ne pas être trop dans ton écran afin que tu puisses faire la présentation. Bonjour tout le monde. Donc, comme M. le maire a mentionné, il y a 2 assemblées de consultation parce qu'il y a 2 modifications réglementaires à prévoir. Donc, un sur le PIA et une sur le règlement de zonage. Donc, on va commencer avec le PIA, puis ensuite, on va passer aux questions par rapport à la modification de ce règlement-là, puis après ça, on va faire le règlement de zonage et les questions à la fin, sinon on finira plus. Donc, si on commence avec... Oui, en fait, vous allez voir, il y a des petits encadrés. C'est pas à chacun des articles. Les petits encadrés mentionnent que c'est des dispositions éligibles aux personnes habiles à voter, donc possibilité de référendum. Donc, si jamais il y en a qui sont contre ces articles-là, il y a toujours possibilité de se prononcer. Modifications au règlement sont en rouge. Donc là, le rouge va paraître un peu plus parce que ça va être sur fond blanc, mais ça, toutes les modifications sont en rouge. Ce qui est en noir, c'est déjà présent dans le règlement. Donc, commençons avec le PIA 527-2011. Je vais passer assez vite parce que c'est un document qu'on demande, un document supplémentaire qu'on va demander lorsque il y a le projet de lotissement majeur. Donc, le projet de lotissement majeur, c'est quoi? C'est quand il y a un projet de rue, un projet intégré qui est déposé. Donc, on passe ça au PIA, donc au CCU, et ensuite au Conseil pour l'approbation, donc avec une résolution. Présentement, ce qu'on demande, donc toutes les informations exigées à l'article 13, donc caractérisation environnementale, le formulaire rempli, le paiement, etc. Et aussi le plan image. Donc, on demande déjà un plan image d'un arpenteur géomètre avec, qui comprend des caractéristiques comme la topographie du terrain, etc., les dimensions des lots. Ce qu'on va demander de plus, c'est donc tout ce qui est en rouge. Donc, c'est un plan de gestion des eaux pluviales comprenant minimalement les informations suivantes. Là, je vais essayer de passer vite parce que c'est très technique, c'est très génie civil, là. Donc, identification de l'ingénieur civil, identification du mandat et un plan de description des ouvrages proposés, localisation, coupe, profil des cours d'eau. Si on continue, les mesures, ouvrages, mesures de protection de qualité de l'eau, détails, construction, bref, on peut continuer encore. Il y a une panoplie d'affaires qu'on demande, calcul hydrologique, hydraulique. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le projet de règlement. Il est sur le site internet de la municipalité. Puis il est assez bien décrit, là. En fait, ils sont tous là. Donc, je ne vais pas passer là-dessus éternellement parce que c'est assez technique. Donc, voilà. Mais il reste que, comme il y avait des carrés, ça peut être sujet à... Pas ceux-là. Pas ceux-là, OK. Pas ceux-là. Après ça, donc, on a vu tout ce que ça pouvait comprendre. Il y a des critères qu'on va amener. Donc, les critères, c'est sur quoi on se positionne pour accepter ou refuser le PIA, donc le projet de lotissement majeur. Donc, encore là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on parle souvent de patron naturel du drainage, les milieux humides, les habitats fauniques, donc favoriser le maintien boisé significatif. Donc, c'est ça. Donc, assez, si on continue. C'est ça, l'érosion, le calcul des récurrences de pluie une fois un dans 100, un dans 10 ans, un dans 100 ans, etc. Donc, c'est plus ça pour... voilà. En fait, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que la personne qui va présenter un projet de lotissement majeur gère son eau. Il ne faut pas que ça s'en aille dans les infrastructures des voisins ou dans les infrastructures directes de la municipalité. Donc, si je comprends bien, ça s'applique exclusivement au projet de lotissement majeur. Oui, plus tard, on va voir pour les allées d'accès véhiculaire, par exemple, d'un individuel. Là. Il y a quelque chose dans le règlement de zonage qui est là-dessus plus tard. Pour ça, c'est juste les projets de rue, de projets intégrés, vraiment le drainage au début. Donc, on demande juste un plan image d'un arpenteur géomètre, puis là, ils font le plan image, puis après ça, ils se rendent compte, ça ne marche pas, c'est bien trop pentu chez nous, ça n'est pas possible de faire la rue, puis
c'est le drainage, comment on va s'arranger. Fait qu'après, ils se découragent, puis ça marche plus. Donc, toutes les étapes d'avant, on ne trouve absolument rien. Fait que c'est pour ça qu'on demande ça au départ aussi. Est-ce qu'on donne des normes à ceux qui vont avoir à plier ces règlements-là? Est-ce qu'on leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, ce qu'on vous demande, là, en termes de chiffres, ou en termes de pente, ou en termes de, je sais pas quoi, voilà, c'est ça qu'on vous demande. C'est pas des normes, en fait, c'est des critères. Donc, bonjour. C'est des critères, en fait, le critère 17, là, c'est un des critères, donc c'est des critères d'évaluation, c'est pas des normes. Donc, c'est le critère de la PIA, c'est discrétionnaire. Donc, c'est discrétionnaire au conseil. Évidemment, ça va être analysé par notre service de génie à la municipalité auparavant pour donner une recommandation au CCU et ensuite au conseil. Donc, c'est ça. Donc, celui qui applique ça, il n'y a pas des règles normatives, non. Si je peux dire. C'est un peu laissé aux membres du CCU de déterminer les conseils. Exact. Donc, si on regarde lui, par exemple, la planification du réseau routier vise à maintenir la morphologie naturelle des cours d'eau pour éviter des problèmes d'érosion, de la dégradation de la qualité de l'eau et des milieux récepteurs. Donc, à ce moment-là, comme je disais, notre service de génie va regarder puis va dire oui ou non. Puis après ça, ça va se présenter au CCU et ensuite, on continue au conseil. Mais le service de génie, est-ce qu'il vérifierait qu'est-ce que le promoteur se soumettrait, là, tu sais? Mais je suppose que le promoteur aurait à ce moment-là engagé une firme d'ingénierie pour répondre à tous ces critères-là. En fait, c'est ça. Dans les documents demandés, en fait, c'est un plan de gestion des eaux pluviales fait par un ingénieur civil. Donc, à ce moment-là, c'est un plan de génie civil qui est étudié à l'interne par notre service de génie. Ce plan-là, il n'y avait pas besoin de le fournir avant. Là, maintenant, il va être obligé Il de le fournissait après. En fait, c'est dans le plan de génie civil. Lorsqu'il y a une construction de rue, on s'entend que ça prend des plans de génie civil. Donc, il était fourni par la suite lorsqu'il y a la signature du protocole d'entente après qu'elle passe au PIA. Là, on demande qu'il soit déposé avant, puis on demandait des critères beaucoup plus spécifiques qu'auparavant. OK. Parce que là, Bon. Vas-y, excuse-moi. Là où est-ce que je voulais en venir, c'est que ça encourt des coûts. Là, ce que tu me dis, c'est que ces coûts-là, ils les faisaient après, ils les encouraient après. Là, on lui demande de les encourir à toute fin pratique avant même que ça passe au CCU. Ouais. OK. Puis nous, on a demandé à ce que notre ingénieur soit en mesure de faire en sorte que les membres du CCU aient la décision plus facilitante à prendre parce que, tu sais, nous, on n'est pas assis, puis on n'a pas ces habiletés-là, puis ces expertises-là. Fait que notre ingénieur va passer derrière, puis va être capable d'argumenter et de vous faire apprécier le projet. Puis, dans le fond, oui, ce sont des coûts avant, mais ça fait en sorte que le projet, il peut être livrable tant que si le promoteur décide, hey, je vais de l'avant, puis finalement, il arrive là, puis finalement, ces coûts-là ils ont à être payés, mais le projet est plus livrable. Dans quelle mesure est-ce que le rapport de l'ingénieur qui est fourni par le promoteur aide à répondre aux critères versus l'ingénieur de la municipalité? Dans le fond, ces critères-là, est-ce qu'ils sont renseignés par l'ingénieur du promoteur et ou par l'ingénieur de la municipalité? Dans quelle mesure l'un versus l'autre? Je suis pas sûr là-dessus. Moi, je la comprends. Okay. Dans le fond, là, c'est pas à notre ingénieur de signer, de mettre son sceau comme quoi c'est conforme. C'est le promoteur qui lui s'engage un ingénieur, qui lui met son sceau, qui scelle. Puis là, nous, ensuite, confirme la véracité de la... Mais est-ce que le rapport de l'ingénieur du promoteur cherche aussi à répondre à la conformité aux critères? Oui, c'est ça. Oui. C'est l'objectif. Un peu comme l'urbaniste quand il fait son plan Exact. avec le promoteur. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces critères-là sont tirés aussi pas mal du RCI, présentement pour les bassins versants de la MRC et la ligne RCI. OK. Donc c'est tiré pas mal de ça et le plan de génie civil pour les eaux pluviales, c'est aussi demandé dans le RCI. Donc c'est déjà demandé si jamais on a un projet qui passe au CCU ou au conseil, dans un RCI, c'est pas mal la même affaire. Sauf que là, on va l'appliquer partout, même si c'est pas dans un bassin versant, par exemple au lac La Blanche ou au lac Rouge. Jérémy, ce règlement-là, est-ce qu'il va avoir un impact sur d'autres règlements en urbanisme? Par exemple, quand il va y avoir construction, après ça, il va y avoir d'autres normes qui vont être ajoutées. Je te donne un exemple. Si les rues sont faites en accord avec ça, dans un nouveau développement, les pentes, par exemple, si c'est sur le bord de montagne, est-ce qu'il va y avoir des règlements additionnels pour être sûr que le reste, pas juste le réseau routier qui est fait, au niveau,
mais le reste des maisons qui vont être construites, les accès vont être aussi en norme avec ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui et non, ben dans le fond, oui, parce que plus tard, on va le voir dans le règlement de zonage, il y a des modifications par rapport aux pentes d'allées d'accès, par exemple. OK. Mais ça, on parle simplement de rue ou de projet TV. OK. Donc, on continue. OK, donc zonage, donc les modifications, il y en a quand même pas mal. Donc, on commence avec l'article 37 sur les logements accessoires. Donc, ce qui est en noir, c'est déjà existant. Donc, c'est un, ben, dans le fond, c'est un bachelor, dans le fond, un logement accessoire dans un unifamilial isolé seulement. Donc, ce qui est en noir, c'est existant. Un seul logement est permis et ce logement ne doit pas occuper une superficie. Donc, avant, on avait supérieur à 50 mètres carrés. Maintenant, c'est inférieur à 40 mètres carrés et une superficie supérieure à 90 mètres carrés. Donc, à ce moment-là, on élargit un peu le spectre là, pour pouvoir faire plus rendre tout ça possible. Donc, le logement accessoire ne doit pas excéder une proportion de 40% de la superficie du plancher du bâtiment principal, incluant le sous-sol. Donc, sinon, si on se retrouve à deux logements égaux, on se retrouve probablement un bifamilial, un duplex à ce moment-là. Donc, le troisième est déjà existant. Le logement peut avoir une entrée dépendante et distincte localisée sur un mur avant. Cependant, la porte d'entrée doit avoir un recul de 1,2 m par rapport à la façade de la résidence. Donc, ce qui est permis présentement, ce qui va être encore permis, c'est côté latéral, côté arrière. Ça va être aussi possible à l'avant, mais avec un recul par rapport à la porte qui se retrouve en façade, donc avec la façade. Donc, 1,2 m reculé de la façade. Tu mentionnes logement et logement accessoire, c'est quoi la différence? Le logement accessoire, c'est. Il y a le logement principal, il y a le logement accessoire. Le logement accessoire, c'est l'article 37, donc c'est un bachelor à ce moment-là. Mais 3,5, 4,5, quelque chose Exact. C'est une proportion moins grande, comme on vient de dire, avec une superficie plus petite que le logement principal. Je pense que c'est juste qu'au 4, c'est écrit juste le logement, alors qu'au 5, c'est écrit le logement accessoire. C'est ça qui fait. OK, oui, effectivement. C'est le logement accessoire qu'on parle toujours. Non, c'est parce que moi, je pensais bâtiment accessoire. Ou est-ce Non, que c'est pas ça. Non, je crois pas. Parce que Non. quand on parle d'un bâtiment accessoire par rapport à un bâtiment, c'est un bâtiment qui est extérieur au Oui, bâtiment. ça peut être un garage. Là, quand tu me disais le logement accessoire, je me disais, bon, OK, on parle de quoi? Non, c'est vraiment le logement. Puis, OK. dans le périmètre urbain, en passant, c'est permis partout maintenant. Donc, la loi nous permet d'en faire. Si vous êtes dans le périmètre urbain, vous avez le droit de faire un logement accessoire chez vous. Le logement accessoire peut s'exercer sur deux niveaux distincts, donc sous-sol et rez-de-chaussée. Une case supplémentaire est exigée par le logement accessoire, c'est déjà le cas. Évidemment, le 7, si l'habitation est desservie par une installation septique, la capacité d'épuration doit prévoir la présence d'un nombre de chambres additionnelles du logement accessoire. Si on continue, tout logement accessoire qui n'est plus utilisé à cette fin doit être laissé vacant ou être intégré au logement principal. Il est de la responsabilité du propriétaire d'aviser la municipalité de toute modification de logement, sinon il continue d'être taxé. Donc c'est pas mal ça pour l'article 37 qui est modifié. Suite à ça, article 77 sur les constructions accessoires. Donc on a notre grille ici, qui est avant, ça c'est après, c'est le point 15, les abris d'auto permanents, pas les tempos. On parle juste permanent, pas temporaire. Là. Donc permanent, je vais le résumer, parce que c'est les grilles là, qui est marqué ici. C'est quand on a un abri d'auto permanent. Ici, on avait 3 mètres, donc ce qui était attaché à la maison. Donc, un abri d'auto attaché à la maison permanent. Donc, on permettait qu'il aille jusqu'à 3 mètres de la rue, même si la marche de la maison donc, est à 8 mètres. Ce qui fait aucun sens, parce que la maison doit être à 8 mètres, mais on rattache un abri d'auto à côté. Il peut aller jusqu'à 3 mètres de la rue, donc ça ne faisait aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'on a marqué gris ici. Donc, l'abri d'auto doit être à la même distance de la rue, donc, lorsqu'il est attaché. Donc, on continue. Après, l'article 80, soit dit en passant, l'article 77 avait un carré aussi. Donc, si jamais ça ne vous a pas fait affaire, cet article-là, vous pouvez toujours vous prononcer. Entreposage dans les zones commerciales, encore un carré. Pour tout emplacement situé dans les zones de type commercial artériel, zone CA, donc on a certaines zones qui s'appellent CA, on a des VR, des HT, il y a des zones CA. Seul l'entreposage de véhicules mis en démonstration et on enlève ça, puis on garde seulement l'entreposage de produits horticoles, pépinières est autorisé en cours avant.
tout en respectant une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. Donc, on enlève ça de l'entreposage de véhicules mis en démonstration. On continue. L'article 103, donc encore là, c'est une disposition éligible aux personnes habiles à voter. Le début reste tel quel. Cependant, on n'avait pas de marge avec donc un bâtiment accessoire commercial, industriel ou institutionnel, public. On n'avait pas de marge entre les bâtiments accessoires. Donc, à ce moment-là, on pouvait coller 2 bâtiments accessoires quasiment ensemble. Puis c'était difficile de mettre le revêtement extérieur, etc. Ça se faisait pas souvent, mais ça pouvait se faire. Donc, à ce moment, et avec le bâtiment principal aussi. Donc, on garde une marge entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal et une marge entre chacun des 2 bâtiments accessoires qui est de 2 mètres dans les 2 cas. L'article 118 sur les murets de soutènement est quasiment totalement changé. Donc, les murs de soutènement doivent être construits en maçonnerie ou en pierre. Les dormants de chemin de fer, les treillis métalliques, le gabion, le bois traité, les pneus sont interdits. On a rajouté le gabion et le bois traité. Les 2 phrases qui sont ici sont enlevées et on ajoute celle-ci. Les murs de soutènement situés en cour avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 m. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 2 mètres lorsque le mur de soutènement est situé à une distance minimale de la rue correspondant à la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications. Donc, par exemple, votre maison doit être à 8 mètres ou peu importe. Dans le fond, c'est votre marge d'avant dans ce secteur-là. Vous avez un muret. Vous ne pouvez pas le mettre en avant de la maison, un muret de 2 mètres. Vous ne pouvez pas le mettre en avant de la maison, il faut qu'il soit à l'arrière du 8 mètres. Bon, on va les prendre tout de suite finalement, oui. Moi, je peux attendre aussi. Non, c'est correct, allez-y. Ben, pourquoi interdire le gabion? En fait, le gabion, c'est des. Ceux qui ne savent pas, c'est comme des poches de métal remplies de pierre. Là. Donc, Madame Rose, Pas très esthétique. à côté de chez vous. Ben, ça dépend. C'est considéré comme esthétique par plusieurs, là, quand c'est bien fait, bien entendu. Mais c'est pas des poches, là, c'est comme Des cases, là, ouais. des carrés, là, mais c'est des boîtes, dans le fond, métalliques, là, dans lesquelles on... Parce que ça existe un peu partout. Oui, effectivement. Puis on peut juger un peu de la. Je sais pas trop. Là, mais c'est une question d'esthétisme. Ça peut être une question d'esthétisme. De sécurité aussi, je pense. De sécurité. Un peu les deux, je pense aussi. C'est sûr qu'à longue, le grillage, peux-tu. C'est que C'est une idée, ça. Je me suis passé. Je trouve que c'est pas bien épais, moi, pour. Ben, moi, j'en ai chez nous. OK. OK. Ça fait plusieurs années. Puis... Moi, sur le long de l'autoroute 15, on va à des Parce endroits. qu'on avait un, nous autres, dans la municipalité, pas loin de chez Mme Rose, c'était vraiment pas Puis bon. on était Ça un peu dépend peut-être inquiets. des places. Ouais, là. faut faire attention. C'est pas toujours très beau en milieu industriel. En autant que vous ne me demandiez pas de le faire. Si on continue, le mur de soutènement doit être construit en paliers successifs. Toutefois, la hauteur de chacun des paliers doit être égale ou moindre à la distance horizontale entre les paliers. Aucune pente ne doit être aménagée dans la distance horizontale entre les 2 murets. La distance horizontale, c'est celle-ci. Et donc, ça, c'est la hauteur. Donc, il faut que ça soit égal. La hauteur, il faut qu'elle soit égale ou plus petite que la distance horizontale. C'est pas possible aussi de faire de pente là, sinon on se retrouve à... C'est plus muré à ce moment-là. C'est une pente. Je viens de penser à quelque chose parce que là, ça vient de me faire penser. Si tu retournes dans l'autre slide avant. C'est ça, les murs de gabillon, entre treillis métalliques, puis les pneus sont interdits, puis tout ça. Mais ça, c'est en façade avant seulement? Ou Non. C'est en C'est façade tous les murs, partout, ouais. tous les murs. Est-ce qu'on aurait pu dire, pas en façade avant, mais On aurait en arrière? On aurait pu. On continue. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis dans le cas où la hauteur d'un mur de soutènement est supérieure à 1,8 m. On change ça pour 2 mètres. À ce moment-là, on demande un plan d'ingénieur pour un muret de plus de 2 mètres. On enlève l'autre phrase après. Tout mur de soutènement construit en un ou plusieurs paliers de plus de 2 mètres de haut qui sont visibles d'un lac, d'une rue ou d'une allée véhiculaire d'un projet intégré doivent être soit camouflés à la base par des conifères ou camouflés par des arbustes dans la distance horizontale entre chacun des paliers. Lors de la plantation des conifères, ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m. Donc, dans la distance horizontale, on veut planter pour voir le muret à partir d'une rue, d'un lac. En gros, c'est pas mal ça. Une clôture doit être aménagée au palier supérieur à une distance
de maximale de 2 mètres du muret pour ne pas tomber en bas, c'est une question de sécurité. C'est tout pour les murets. Article 122 sur les cases de stationnement résidentiel, habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale, on demande 2 cases par unité. Donc à ce moment, le triplex devra avoir 6 cases. Unifamilial devra avoir 2 cases et un unifamilial avec un bachelor, le logement accessoire, devra avoir 3 cases. Si on suit bien, tantôt j'avais dit seulement une case pour un logement accessoire. Réduction du nombre de cases requises dans les zones commerciales villageoires, donc les zones CV pour la plupart, il y a des zones CA aussi. En fait, c'est CA, HT, il y a des CV, des HC. Le secteur Lac Carré, il y en a pas mal dans Lac Carré. On enlève cette réduction-là, qu'on demandait on pouvait réduire de 50% le nombre de cases. Par exemple, on avait un 10 logements, donc 10 logements fois 1,5, on demande 15 cases. On pouvait réduire de moitié. Donc on demandait 7 cases, en fait ce serait 8 cases. 8 cases pour 10 logements. Donc on enlève cette norme-là, sinon on se retrouvait avec des... C'est illogique, là. Voiture dans la C'est rue. pas logique. Oui, exact. Ça, c'est l'article 123 et l'article 124, je ne me trompe pas. Oui, effectivement, 124, réduction du nombre de cases requises pour les établissements partageant le même emplacement. Donc, ça arrivait souvent aussi que sur 2 lots, on a deux bâtiments, mais ils partagent le même stationnement, le même parking. Et là, on pouvait réduire de 50% encore là. Donc, c'est un peu contradictoire que le nombre de stationnements qu'on veut avoir dans la municipalité. Article 127, donc on en jasait un peu tantôt, accès à un emplacement à une heure de stationnement. Paragraphe 6 reste là même, un accès ne doit pas avoir une pente supérieure à 10%. L'article continue un peu après. Malgré le paragraphe 6 du présent article, un allée d'accès ayant une pente de plus de 10% peut être aménagé sur une distance maximale de 20 mètres dans la mesure où la pente en aval présente une pente maximale de 3% sur une distance de 5 mètres. Donc dans les premiers 5 mètres, on doit avoir une pente de 3% maximum, et ensuite, sur 20 mètres, on peut avoir une pente de 10% et plus. On peut avoir une pente de 20% si on veut, mais vous allez voir, il y a un autre article, un autre paragraphe après. Toutefois, les fossés bordant un accès ayant plus de 10% de pente doivent être ensemencés ou enrochés, donc pour éviter le transport de sédiments et assurer la stabilité des sols. Ça, c'était déjà là, on y laisse là. Le paragraphe 10 qui suit, donc il est tout nouveau. Pour toute allée d'accès possédant une pente de plus de 10%, un plan de drainage des eaux de surface signé scellé par un ingénieur civil doit être déposé. Donc, pour s'assurer justement, là, ce plan doit inclure de façon non limitative les dimensions de ponceaux installés sur la propriété, le cas échéant, et qui permettent un écoulement adéquat des eaux de surface non obstant des événements de précipitation abondantes pour une période de 1 dans 20 ans, donc de très grosses crues. Les mesures, ouvrages permettant la rétention et les filtrations des eaux, de telle sorte que le coefficient de ruissellement demeure naturel. Le coefficient de ruissellement naturel demeure le même après la construction et aussi l'aménagement du terrain. Donc, le coefficient de ruissellement qui sortait du terrain avant, la construction, l'imperméabilisation des sols, doit rester le même. Donc, on ne peut pas l'augmenter et sortir plus d'eau vers nos rues ou vers la propriété voisine. La direction de l'écoulement des eaux, ça doit comprendre aussi ce plan. Donc, c'est un plan d'ingénieur qu'on demande. Accès mitoyen, l'article 128, on rajoute le 9 et le 10, le paragraphe 9 et 10 qu'on vient juste de voir, parce qu'un accès mitoyen, ça partage deux propriétés, c'est deux propriétés qui se partagent le même accès, donc on veut que ça soit assujetti aussi. L'article 189, le contrôle d'érosion. Donc, chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se déversent par le biais d'un égout pluvial, ce qu'on a déjà dans notre réglementation, dans un fossé de drainage ou un puits perdu ou un jardin de pluie, on a rajouté les mots jardin de pluie, à l'intérieur d'un puits perdu ou jardin de pluie dans les cas des eaux recueillies à l'intérieur d'un drain français ou d'une gouttière. Donc, c'est ça, on a rajouté ça. L'article 199, la végétalisation sur 5 mètres de la rive. Cet article-là fait environ 2 pages. Je ne l'ai pas mis au complet, même peut-être 3 pages. On a juste enlevé la dernière phrase. Donc, le dernier paragraphe, la végétalisation doit être réalisée avant la fin de l'année 2011. ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui était en 2011. Donc, la date la plus tardive s'appliquait. Donc, c'est pour ça qu'on a enlevé ça, parce qu'on voulait demander à des personnes de végétaliser la rive, les premiers 5 mètres de la rive, mais cet article-là qui dit qu'il faut le faire avant 2011, ça n'a pas trop de sens.
Nivellement d'un emplacement, donc c'est un peu avec la cohérence avec l'article 118 sur les murets, les murs de citellement. Donc on enlève le premier paragraphe, puis on dit les normes sur les hauteurs des murs de citellement sont mentionnées à l'article 118. Puis on enlève totalement le 5e paragraphe parce que c'est plus le cas, là, si on tout mentionné, les vraies normes sont mentionnées à l'article 118. 240.1, c'est un article sur les logements intergénérationnels qu'on a déjà. Cependant, ce qu'on modifie, j'ai pas mis en rouge, là, mais il y a quand même beaucoup de normes à modifier. C'est les mêmes normes, par exemple, que le logement accessoire. Donc, 40 à 90 mètres, 40% de superficie, etc. C'est la même affaire qu'on a vu plus tôt. La seule différence à ce moment-là, c'est qu'un logement intergénérationnel, qui est permis partout dans le périmètre urbain, soit dit en passant, donc il doit y avoir une porte entre les deux. Donc, les deux logements doivent se relier. Donc, il est possible de traverser. Et ça doit être occupé par quelqu'un de la famille, alliance, parenté. C'est pas mal ça, conjoint de fait. L'article 261, pénalité générale, on augmente le minimum, donc des amendes. Donc, par exemple, pour une personne physique qui n'est pas une compagnie, à ce moment-là, c'est 600 au lieu de 400 pour l'amende minimale si jamais on commet une infraction à la réglementation du zonage. Et pour une personne morale, qui est une compagnie, à ce moment-là, on passe ça à 1000 pour le minimum. On continue. Donc, 262, pénalité relative à l'abattage d'arbres. Vous allez voir, c'est une énorme augmentation quand même. Là. On parle à place de 500, c'est 2500. Donc, aussitôt qu'on coupe un arbre, c'est 2500 minimum. Donc, ça, c'est tiré de la loi de l'aménagement de l'urbanisme qui est arrivée en vigueur, je ne me trompe pas, l'été passé. Cette modification, elle a eu. Donc, c'est ça, on passe de 500 à 2500. Dans le cas d'une personne qui abat des arbres sur une superficie inférieure à 1 hectare, une amende d'au moins 500 et d'au plus 1000 pour chaque arbre abattu jusqu'à concurrence de 15 000. Après ça, si on y va avec une superficie d'1 hectare ou plus, une amende d'au moins 15 000 et d'au plus 100 000 pour chaque hectare déboisé, à laquelle s'ajoute une amende d'au moins 500 et d'au plus 1000 pour chaque arbre abattu jusqu'à concurrence de 15 000 pour chaque fraction d'hectare déboisé. En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa, le premier alinéa en passant, c'est tout ça en haut, là, tout au complet, sont doublées. Donc si jamais on continue à le faire, là, puis ça peut être doublé. Tu n'as pas compris, ça coûte cher. C'est ça. OK, mais ça, c'est la contravention viendrait du fait que tu abats un arbre sans permis. Oui. Avec permis, on n'en parle même pas. Questions? D'autres questions, peut-être? Oui. En fait, je me posais la question, avez-vous songé ou discuté à apporter aussi une modification réglementaire là, au niveau des constructions ou des aménagements imperméables, en fait, pour soit les diminuer ou les interdire, surtout dans les secteurs là, près des plans d'eau. Donc, par exemple, l'asphaltage, dans les entrées qui sont situées près des lacs, ou près des rivières, ou près des ruisseaux. Est-ce que c'est une possibilité, ça, qui... Ça dépend ce que vous voulez dire par construction, on s'entend, une maison, c'est imperméable. Non, bien évidemment, le point de construction... L'asphaltage, par exemple? Je parle d'asphaltage ou de pavé uni. En fait, tout ce qui pourrait faire ruisseler l'eau de pluie. Plutôt que de favoriser son infiltration. Moi, je peux déjà répondre qu'on a dans le PIA, par exemple, on parle de la carré, PIA 002, on a mis de l'avant l'année passée des normes par rapport aux îlots de chaleur, donc que le stationnement permet des dalles alvéolées puis des stationnements non imperméables à ce moment-là. Donc c'est un critère par contre. Ouais, moi j'ai lu dans la réglementation qu'on parle de préconiser. Oui, exact. Ça ne comprend pas quelqu'un qui veut faire l'aménagement sur son terrain et faire du pavé uni, ça ne prend pas de permis pour ça. Donc c'est tout touché pour ça. Mais tu as pris l'exemple du lac Carré, ben, je continue avec l'exemple du lac Carré, là, à 3 maisons de chez moi. L'année passée, justement, il y a une maison qui s'est construite suite à un incendie. Et puis à l'automne, ils ont asphalté leur entrée. Puis écoute, c'est une pente de plus de 10 là, je comprends que c'était avant la réglementation. Mais c'est totalement asphalté. Là. Quand il y a une pluie, une grosse pluie comme on en a eu l'été passé, l'eau s'en va
haut directement. Sur le colac. Dans la maison, ou sinon autour de la maison, puis vers la... Fait que moi, c'est surtout ça qui mon point, là, c'est est-ce qu'on pense éventuellement à prendre action de façon réglementaire pour éviter l'imperméabilisation des sols autour des plans d'eau? Diminuer ou interdire? C'est sûr que ce qui n'est pas évident dans ces cas-là, il faudrait peut-être exiger, soit comme ça, dans cette situation-là, peut-être des bassins qui retiennent l'eau, mais c'est pas évident parce que si c'est en garnotte, ben si des grosses pluies, ça se ramasse tout, le chemin il part. Fait que c'est ça qui n'est pas évident là, à essayer d'arrimer ça, là, mais. Ouais, je comprends en milieu forestier, par exemple, là, parce que c'est beaucoup arrivé l'été passé. Mais en milieu urbain, il me semble que c'est plus envisageable. Là. Mais honnêtement, là, on s'est pas dit là, il faut réfléchir à ça. Okay. Mais il reste que le mouvement qu'on est en train de prendre, le conseil, c'est qu'on est en train de revisiter tout notre schéma d'aménagement puis tous nos règlements d'urbanisme. Fait que le fait que vous en ayez parlé puis que ça soit dans les questions du conseil, ben on va en reparler en caucus, c'est clair, puis on va prendre une discussion là-dessus. Merci beaucoup pour le point parce que mon objectif est atteint. Juste comme membre du CCU, bien souvent on se fait présenter des projets, puis souvent cette question-là arrive. Je me souviens d'Anne à plusieurs reprises de dire, regarde, au niveau industriel surtout, avoir des grands plans de stationnement, puis de dire, oui, mais ça n'a pas d'allure. Puis on en discute, là. C'est des points qui ne sont pas banals. C'est des points qu'on regarde. Mais effectivement, on va aller plus loin. On verra. Mais c'est des points qu'on regarde, ça. Merci. Si on revient à notre soirée de consultation, il y a des étapes suivant ça. Caroline, es-tu confortable? Là? Parce que Daniel le faisait à l'époque. Là. On disait aujourd'hui, on vous a consulté, il y a des points sur lesquels vous êtes habile à vous prononcer. Puis là, il y a des délais, puis il y a des dates. Est-ce que je suis dans le champ de... Non, c'est bon. En fait, c'est tous les petits carrés que Jérémy avait bleu tantôt avec le tour rouge. Là, ces dispositions-là sont susceptibles d'approbation référendaire. En fait, dans le fond, la prochaine étape, après la consultation de ce soir, le Conseil devra adopter le second projet de règlement. Là, on est à l'étape 4. Dans le fond, le projet de règlement est adopté pour la séance de décembre, je crois. L'avis public pour l'Assemblée de consultation a été donné. L'Assemblée de consultation publique, c'est ce qu'on vient de faire avec Jérémy. Puis la prochaine étape, c'est l'adoption du second projet de règlement, qui possiblement sera à l'ordre du jour du Conseil de mars. Une fois le second projet de règlement adopté, il y a un avis public annonçant la possibilité de soumettre des demandes d'approbation référendaire. Ça, c'est comme le règlement de zonage là, qui est présenté avec les dispositions et applicable à tout le territoire. Ça va être ouvert à tous les citoyens. Là, si c'était seulement des zones concernées, il y a seulement les zones concernées, les zones contiguës qui ont possibilité de le faire, mais là, ça va être ouvert à toute la population parce que ça s'applique à tout le territoire, ces modifications-là. Donc, cet avis public-là donne un délai aux gens pour venir finalement dire qu'ils sont contre certaines dispositions, seulement ceux qui avaient le petit carré tantôt, qui sont susceptibles. Fait qu'on a un formulaire sur notre site Internet qui vous permet là, de nous informer que vous n'êtes pas en faveur des changements de ces dispositions-là. Il y a un minimum de 12, peut-être je vais avancer la prochaine slide. On doit obtenir, j'ai déjà dit, par qui c'est tous les citoyens. Quand on dit personne habile à voter, c'est l'équivalent des électeurs en termes d'élection. Zone contiguë, zone visée, là, dans notre cas, c'est le territoire entier, donc c'est tout le territoire. Alors, on doit obtenir au moins 12 demandes de personnes intéressées d'une même zone pour pouvoir, en fait, contrer les dispositions pour lesquelles vous ne seriez pas en faveur. Puis, ensuite, le reste, le deuxième, c'est s'il y en a moins. C'est ce qui ne sera pas le cas habituellement. Ensuite, la demande, c'est ça, je disais, elle doit indiquer clairement la disposition que vous contestez, puis la zone d'où vous venez pour nous indiquer dans quelle zone. On a un formulaire sur le site Internet que vous pouvez compléter, qui est assez clair, c'est facile de nous mettre toutes les informations. L'adresse courriel pour les envoyer, c'est moi qui les reçois. Ensuite de ça, si on a suffisamment dans une zone 12 personnes et plus, on doit aller faire un autre avis public
pour la tenue d'un registre, mais avant, le règlement sera adopté par le Conseil avec les dispositions pour lesquelles il n'y a pas de contestation, puis un deuxième règlement est adopté avec les dispositions pour lesquelles il y a des contestations. Et le règlement pour lequel il y aurait des contestations, on fait un avis public pour la tenue d'un registre, qui est un registre qui dure une journée de 9h à 19h. Et là, dans ce cas-là, les gens doivent se déplacer pour venir signer le registre, pour venir contester le règlement. Je vous fais grâce du calcul, c'est un calcul prévu par la loi qui est assez, qui est expliqué là, si ça vous intéresse. Il est quand même complexe, on doit calculer le nombre d'électeurs par zone et tout ça. Puis on arrive à un nombre minimum. Si ce nombre minimum-là est atteint, et là, le Conseil devra décider de soit tenir un référendum pour pouvoir continuer et adopter son règlement et qu'il puisse rentrer en vigueur, ou carrément laisser tomber les dispositions qui sont contestées. Puis là, dans ce cas-ci, que les règlements s'appliquent à tout le territoire, on y va pareil par zone? Bien, mettons, les 12 demandes doivent venir d'une même zone. Si les 12 demandes un peu partout sur le territoire, ça fonctionne pas. OK. Ouais. J'avais juste une question. Tout projet qui va être soumis au CCU, par exemple, ou directement à toi, pour l'instant, le règlement est pas adopté. Donc, tout ça va être clause grand-père, exemple, les ruissellements, des trucs comme ça, ou n'importe quoi. Tant et si longtemps que ce n'est pas adopté, les gens peuvent faire, si on déposait, juste le dépôt est suffisant pour faire en sorte que ces demandeurs-là ne soient pas soumis au changement de règlement. Ben, c'est une résolution du conseil ou une édition de permis à ce moment-là. Fait que, présentement, c'est sûr qu'on travaille avec des promoteurs pour l'avertir déjà. Par exemple, pour le PIA, on demande plus de plan de gestion des eaux pluviales de génie civil, que ça va vraiment en vigueur probablement fin avril, mai. Oui, à ce moment-là, on leur mentionne déjà que sont en mesure de dépêcher parce que ça prend une résolution du conseil, puis ça n'arrivera pas. S'il y en a un qui soumet quelque chose à la fin du mois de mars, pour une raison comme ça. Non, il ne sera pas soumis à ça. Il va être soumis à ça. Il va être soumis à ça. Ben oui, parce qu'il n'y aura pas sa résolution avant. Là. Même si le règlement. Il va passer au CCU, par exemple, il va passer au CCU du mois d'avril, puis il va avoir en mai la résolution du conseil, puis le conseil ne pourra pas se positionner, ça sera pas réglementaire. Le conseil va attendre le réglementaire. Il ne faut pas que ce soit approuvé par la MRC, ça? Non, il devienne effectif? Oui, ben on parle de règlement de zonage. Ouais. Règlement de zonage, oui. Puis là, à ce moment-là, on parle. C'est une fois que le processus est complètement terminé, que le règlement est adopté, qu'il n'y a pas de référendum, là on l'envoie à la MRC. Puis, ça, c'est un mois actuellement? Ils ont des ça dépend des délais qu'on a. Au Conseil des maires, on a une date de tombée, puis si on dépasse la date de tombée, dépendamment du processus, ben, ça peut aller le mois suivant. OK. Mais pour l'instant, la réglementation qui est en vigueur, c'est ça, c'est la réglementation qui est en vigueur. Donc, c'est le Vietnam. Ah, j'exagère. Il y a la RCI qui s'applique quand même, présentement. Oui, il y a la RCI, oui. C'est déjà obligatoire dans... Mais ça, c'est pour les bassins versants. Oui, mais justement, c'est quand même un des secteurs qui est visé par cet article-là. Bien, merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Une dernière, parce que l'Assemblée, il nous en reste un petit bout. Une toute dernière. Dans la présentation, on a vu là, il y a plusieurs changements. Okay. Il y en a seulement certains de ces changements-là qui sont sujets à l'approbation du personnel et la vote. C'est ça. Qu'est-ce qui détermine là par rapport à là? C'est la loi d'aménagement de l'urbanisme à ce moment-là. C'est pas l'article 113, mais c'est l'article. Bref, c'est mentionné quel article, quelle mention de l'article 113 est éligible. Donc à ce moment-là, les distances entre un bâtiment et un autre, c'est éligible à des personnels de loi, d'autres choses comme ça. Que la loi prévoit. Les usages. C'est la loi qui prévoit qu'est-ce qui est soumis à un référendum éventuel ou non. Oui, exact. Par exemple, on augmente dans votre zone le nombre de logements à 13, vous pouvez seulement à 2. À ce moment-là, la zone c'est des zones continues, comme on vient de mentionner, la procédure. Thank you. Merci. Bye, merci. On est rendu au point 3, période de questions portant essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Donc, je le mentionne tout le temps, mais j'aime quand même le clarifier pour les gens qui ne sont pas qui ne viennent pas souvent. C'est la période de questions que vous pouvez nous poser déjà sur le point 8, je donne comme exemple, mais je vous conseille toujours d'attendre parce que lorsqu'on arrive au point 8, on vous l'explique. Puis si vous ne le comprenez toujours pas, ben la période de questions à la fin, qui est une période de questions ouverte sur n'importe quoi, ben vous pouvez nous poser cette question-là.
Mais le point 3 est toujours là. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question puis avoir sa réponse puis quitter? Non? Merci. Point 4, approbation du procès verbal. Donc, les membres du conseil ont reçu le procès verbal de la séance du 14 janvier. Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Ça me prend quelqu'un pour la proposition, pour la... Carole ou Anne? 5.1, notre point de subvention aux organismes à but non lucratif. Carole. Donc, comme à tous les mois, je vous les présente. Donc, ce mois-ci, j'ai Bouffe Laurentienne, 3 000 qu'on demande. Maison de la Famille du Nord, 300 et la Fondation Réussite scolaire, CCSL, 400 Donc, je propose d'autoriser les versements des subventions. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.3, Carole, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Donc, les décideurs et les élus des Laurentides ont placé la lutte contre le décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, reconnaissant son impact sur l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte contre la pauvreté. Considérant que le décrochage scolaire a des répercussions économiques significatives évaluées à plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement dans les Laurentides, et à 1,9 milliard de dollars à l'échelle du Québec. Que malgré le progrès, selon les dernières données du ministère de l'Éducation du Québec, 12,7 % des jeunes des Laurentides quittent le système scolaire sans avoir obtenu de diplôme ni de qualification. Que chaque action positive entreprise pendant les journées de la persévérance scolaire peut contribuer significativement à réduire le décrochage scolaire et à bâtir un avenir plus fort et plus équitable pour tous. L'efficacité prouvée des initiatives de prévention du décrochage scolaire économique plus avantageuses que les interventions tardives. Considérant que la persévérance scolaire est un enjeu social nécessitant une mobilisation collective depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Considérant que la municipalité de Mont-Blanc désire s'impliquer lors de cet événement d'envergure, donc je propose de proclamer le 10, 11, 12, 13 et 14 février 2025 comme étant les journées de la persévérance scolaire de notre municipalité, de promouvoir l'activité, les journées de persévérance scolaire en sensibilisant nos citoyens, nos écoles, nos partenaires communautaires à l'importance de cette cause, d'afficher fièrement les couleurs vertes sur les éléments visuels de la municipalité symbolisant la jeunesse, l'espérance et le soutien aux jeunes dans le parcours éducatif, de participer au jeudi Persévère, d'accroître l'accessibilité aux ressources éducatives en soutenant les bibliothèques publiques, le centre d'apprentissage et les initiatives de tutorat bénévoles dans notre communauté, d'appuyer activement le PREL ainsi que tous les partenaires mobilisants dans la lutte contre le décrochage scolaire, incluant les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, des services sociaux, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, de transmettre une copie de cette résolution au PREL. Et si vous avez remarqué, on a tous nos petits rubans verts ici, c'est pour la persévérance. On s'est mis tous des beaux petits collants ici pour encourager tous nos jeunes. On a tous fait aussi c'est des mains. Je pensais qu'on avait tous inscrit des petits mots pour encourager nos étudiants. Donc, on invite les gens. Moi, c'est ça qui vont être exposés à la bibliothèque. Donc, c'est un peu, un petit peu notre sens à aider, mais on vous invite aussi à le faire. Donc, c'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. Procès du dépôt, M. Point 5.5, Michel, autorisation pour un barrage routier. Considérant que Mme Amélie Labrasse souhaite organiser une activité de levée de fonds sous forme d'un barrage routier samedi le 17 mai 25, dans le cadre du relais pour la vie, je propose d'autoriser le barrage routier le 17 mai 25 de 9h à 16h au coin des rues principales et Saint-Faustin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Anne, 5.6, une embauche. Oui, c'est ça. Donc, on avait un poste qui était libre, qui était un poste d'agent aux communications. On veut changer le titre de cette personne au titre de coordonnatrice aux communications. Et c'est une femme, évidemment, qui a été proposée pour le poste. C'est Mme Sophie Saint-Pierre.
Donc, je propose de procéder à son embauche à compter du 3 mars 2025 et de fixer son salaire annuel conformément au contrat de travail selon l'échelon numéro 7 et d'autoriser le maire, le directeur général à signer au nom et pour la municipalité le contrat de travail à intervenir entre les deux parties. J'ai envie de faire une petite parenthèse. Tu as dit une femme, évidemment. C'est une femme, évidemment, parce que le titre est coordonnatrice. Voilà. Pas parce que c'est... Donc... Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Merci. 5.7, réelle autorisation de signature de transaction. Considérant que la municipalité poursuit Gestion Grand Maison Inc. pour la somme de 520 598 et 6 sous, plus intérêt de 15 % l'an et une pénalité de 5 % l'an pour les droits de mutation immobilière et taxes de l'année 22, 23, 24, et ce, à compter du 20 décembre 2024. Considérant que cette transaction et quittance sera signée par les parties incessamment, je propose de signer la transaction et quittance convenue avec Gestion Grand Maison Inc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Réal? Oui. Oui. Merci. 5.8, en fait, si je peux me permettre de l'expliquer, le 5.7, là, c'est que Gestion Grand Maison, vous avez compris qu'ils sont en défaut de paiement depuis 2022, 2023, 2024, donc on prend des actions. On met des choses en place pour s'assurer que ces sous-là reviennent aux citoyens. 5.8, Michel, Poste Canada. Considérant que le Conseil canadien des relations industrielles, à la demande du ministre du Travail, Stephen McKinnon, a ordonné la fin de la grève et la reprise de service postal à Poste Canada le 17 décembre 2024, que le ministre fédéral du Travail a créé une commission d'enquête sur les relations de travail et se penchera sur l'avenir du service postal public, que Poste Canada est d'abord et avant tout un service public, que la commission a pour mandat d'examiner les obstacles à la négociation des conventions collectives entre le syndicat et Poste Canada, la situation financière de Poste Canada, l'argument de Poste Canada défendant la nécessité de diversifier ou de modifier ses modèles de livraison. Considérant que le Conseil considère qu'il est primordial de conserver tous les services offerts par Poste Canada, ainsi que le bureau de poste situé sur son territoire, je propose de confirmer au ministre fédéral du Travail et au ministre fédéral des Services publics le provisionnement du Canada, responsable des Postes Canada, l'intérêt de la municipalité à conserver tous les services offerts par Poste Canada, ainsi que le bureau de poste situé sur son territoire. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on profite de cette demande-là pour dire que nous, le bureau de poste chez nous est important. 5.9, Carole, signature d'une entente dans le cadre de l'aide financière aux initiatives de partenariat, volet 1, développement culturel. Considérant que l'aide financière de 67 255 a été confirmée par le ministre de la Culture et des Communications pour des initiatives de bonification de l'offre culturelle dans le cadre du programme d'entente de développement culturel municipal et régional, que la municipalité souhaite collaborer avec EAK, le Sentier des Cimes, dans un projet de création de sculptures en plein air dans la forêt du site de l'ancienne pisciculture. Le conseil municipal croit que ce projet porteur sera bénéfique pour les citoyens et de la région et les visiteurs. Je propose de s'engager à respecter les conditions du programme d'entente de développement culturel municipal et régional dans le projet de création de sculptures de plein air de la forêt du site de l'ancienne pisciculture, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir avec le ministère de la Culture et de la Communication, d'autoriser la municipalité à convenir d'une entente avec EAK Sentier des Cimes pour établir le partage des coûts et favoriser l'accès aux citoyens. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. En fait, on va faire une demande d'aide financière pour EAK. C'est pas nous qui allons sortir les sous. On va avoir la demande d'aide financière et on va pouvoir être partenaire dans leur activité. 5.10, Anne, demande d'aide financière. Oui, des bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc, il y a un programme qui existe d'Hydro-Québec pour l'installation de 4500 bornes de recharge pour les municipalités. Donc, on veut en fait procéder à l'établissement de ces bornes-là, puis profiter de cette subvention-là aussi en même temps.
Donc, ce qui est proposé, c'est vraiment d'autoriser M. Gilles Bélanger à déposer une demande dans le cadre du programme de 4500 bornes et signer l'entente et aussi, c'est ça, acheter les bornes de recharge, les installer, prévoir des équipes techniques et les sous-traitants qui sont nécessaires aussi pour ça. Assumer le coût d'installation des bornes de recharge dépassant le montant de la subvention. Donc, si par exemple ça nous coûte plus cher que ce qu'on est capable d'avoir pour la subvention, donc on autorise, même s'il y a des coûts qui sont supplémentaires là, pour la municipalité, on autorise ça. Et maintenir chaque borne de recharge en bon état de fonctionnement pendant 5 ans après l'installation, la mise en service. Payer les frais annuels de gestion globale des équipements, puis prendre en charge les frais d'entretien et de réparation des bornes au besoin. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous, ben c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Mais, nous voulons faire. Ben vas-y, Anne, c'est ton dossier. C'est bon. Donc, il y a trois emplacements qui sont proposés, en fait, qui sont regardés pour ça. Il y a ici à l'Hôtel de Ville, il y a près de la gare, et puis la bibliothèque aussi. Donc, les 3 endroits qui sont regardés pour ces équipements. J'ai demandé, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 6.1, trésorerie. Réal, l'approbation de la liste des déboursés et des comptes payés. Normec Construction, 152 659, FQM Assurance, 182 000, Solutions, PG Solutions, 44 000, Régie intermunicipale des Trois-Lacs, 183 000, Mazout G. Bélanger, 20 151. On a une liste de déboursés ainsi que les listes de salaires du 12 décembre 2024 au 22 janvier 2025 pour un total de 1 628 883 et 58 sous. Je le propose de l'adopter. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2 est retiré, 6.3 aussi. 6.4, dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Mathieu. J'en fais le dépôt, M. Morin. Merci. 6.5, Réal, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 057 500 qui sera réalisé le 11 février. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mont-Blanc souhaite emprunter par billet pour un montant de 1 57 500 qui sera réalisé le 11 février 2025, reparti comme suit. Pour un montant de 93 700, 311 500, 12 925, 58 300 et 581 075. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 272, 79, 204 2018, 249 2016 et 311 2024, la municipalité de Mont-Blanc souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 11 février 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les billets seront signés par le maire. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit en 2026, 27, 28, 29, 30. Ça va, puis en 2030, on renouvelle 746 100. En ce qui concerne les amortissements annuels au capital prévu pour les années 2031 et suivants, le terme prévu pour les règlements d'emprunt numéro 212-19 et les autres soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 11 février 2025. En résumé, là, c'est qu'on avait 5 règlements d'emprunt qu'il fallait renouveler. On les a regroupés, dont l'achat de la niveleuse aussi qu'on inclut à l'intérieur de ça pour un montant d'1 million. Puis là, ben, comme Réal vous a dit, là, en 2026, on a un remboursement de capital. En 2027, on en a un. En 2028, on en a un. En 2029, on en a un. En 30, on en a un. Puis en 30, on va avoir le résiduel à refinancer. Donc, c'est proposé par Réal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 8, travaux publics, Alain, octroi d'un contrat Prévost déneigement.
Oui, je propose d'octroyer un contrat pour le fauchage de bord de chemin à Québec Inc., faisant l'affaire sous le nom de Prévost Déneigement au coût de 9 835 plus taxes pour l'année 2025 et 10 815 pour l'année 2026, pour un total de 23 742. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est le moment de l'année que je préfère quand on commence à penser à l'été. Il fait froid comme ça, mais on pense à couper du gazon. 8.2, Guy, approbation de la programmation des travaux et engagements de la municipalité dans le cadre du programme de la TEC. Oui, ça c'est un programme qui permet de faire certains travaux qui sont subventionnés. Donc ça vient avec un guide, donc il faut respecter les modalités. Ça inclut aussi qu'on est les seuls responsables des travaux qu'on va faire. Puis en fin de compte, d'envoyer une reddition de compte semi-annuelle au gouvernement pour obtenir ces argents-là. Donc je propose d'appliquer tous ces éléments-là. C'est proposé par Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3 est retiré. 8.4, Alain, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement. Oui, je donne à la présente Assemblée une avis de motion à l'effet que ça représentait une séance subséquente pour adoption règlement numéro 319-2025, décrétant l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement et autorisant un emprunt de 525 000 et procède au dépôt du projet de règlement 319-2025. Merci. 8.5, entente de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le déploiement d'un feu clignotant. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable est d'accord pour procéder à l'installation d'un feu clignotant à clignotement rapide à l'intersection du parc linéaire et de la rue principale, considérant que la rue principale est sous gestion du ministère des Transports, considérant que la municipalité désire conclure une entente de collaboration avec le ministère des Transports, je propose de négocier et de signer une entente avec le ministère afin de définir les responsabilités de chacune des parties, d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente et à intervenir entre les deux parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Je peux t'expliquer pourquoi? Oui, j'allais. Tu veux dire? En fait, ce qu'on veut faire, là, c'est aider la sécurité et des cyclistes, des piétons et des voitures dans le chemin de la pisciculture où il y a la traverse, la piste cyclable. Ah non, là c'est chez nous, je m'excuse. Là c'est chez nous, c'est sur la rue principale. Les deux dossiers, on travaille dessus. Là. Vous avez compris que j'ai fait un lapsus d'endroit. Donc on va voir avec le ministère des Transports, étant donné que c'est chez eux, là, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour installer le feu clignotant parce qu'on est sur leur territoire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils nous disent la plupart du temps go. Puis si vous voulez que ça soit réalisé rapidement, faites-le. Fait qu'ils nous donnent l'autorisation de le faire, parce que si on attendait après le ministère des Transports, ça pourrait être là. Mais c'est eux autres qui payent tout. Mais ça passe plus vite par nous autres, parce que nous autres, ça prend des ingénieurs pour étudier. Fait que... 8.6, Guy, octroi d'un contrat de à signalisation Qualitec. Oui, donc considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour le remplacement des affiches municipales, considérant que conformément à l'article 7.3 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le DG a autorisé les démarches visant l'octroi d'un contrat de gré à gré. Considérant que M. Gilles Bélanger, directeur général adjoint, après avoir réalisé les démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion, recommande d'octroyer le contrat à signalisation Qualitec Incorporée. Je propose d'octroyer à signalisation Qualitec un contrat pour le remplacement des affiches municipales pour un montant de 69 288, plus taxes pour un total de 79 664, et d'autoriser le maire et le DG à signer le contrat à intervenir entre les parties. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc vous comprenez qu'on va commencer à changer nos vieilles affiches Saint-Faustin-Lac-Carré par nos nouvelles couleurs. C'est la fois, M. le maire, qu'on dise pourquoi ça coûte cher que ça à cette heure. Tu as raison. En fait, avant, lorsqu'on faisait des changements le long de la 117, ben, l'entrepreneur stationnait son camion, les feux clignotants, puis faisait l'ouvrage. Maintenant, il y a des normes santé-sécurité, ça prend de l'affichage, ça prend une déviation, puis ça prend de la signalisation. Donc, les coûts ont explosé. Fait que ça coûte un peu comme des fois un ingénieur, ça coûte plus cher à l'ingénieur que de changer un ponceau. Fait que c'est un peu le même cas là, à cette heure.
8.7, réelle affectation de crédit pour des services professionnels pour le drainage d'une portion de la rue Tour-du-Lac. Considérant que la municipalité souhaite améliorer le drainage d'une portion de la rue du Tour-du-Lac, près du numéro civique 376. Considérant que la municipalité souhaite octroyer des contrats de services professionnels pour les coûts d'avant-projet estimés à 10 000 par le service technique, considérant que ce projet n'est pas prévu au budget régulier, je propose d'affecter les sommes de 10 000 du surplus libre à ce projet. On a été interpellé par le propriétaire du 376 Tour-du-Lac. Le drainage, tu veux l'expliquer exactement, là, je veux pas dire ça cause une grosse flaque là, sur son En fait, quand il y a eu les grosses pluies, là, il s'est rendu compte qu'il y a une propriété qui s'est construite à côté de chez lui, qui est plus haut. Donc le drainage fait en sorte qu'avec la construction, toute l'eau s'en va sur son terrain et se dirige pratiquement direct sur la maison. Donc il n'y a pratiquement pas de fossé dans ces coins-là. Le projet est d'aménager un dalou de drainage, de diriger le drainage sur une ligne de l'eau, au lieu de l'envoyer dans sa résidence, puis de prévoir des bassins aussi pour essayer de faire décanter l'eau, puis de diriger l'eau de la bonne façon, parce qu'évidemment, ça retourne toujours vers le point le plus bas, qui est le lac, donc essayer d'intercepter le plus de sédiments en même temps pour envoyer de l'eau la plus claire possible vers la 8.8, Guy appuie pour la révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés. Oui, on va essayer de faire une histoire courte avec ça. C'est un appui à la municipalité d'Ogden. C'est que le ministère de l'Environnement a changé certains critères concernant les sols. Puis, considère pratiquement qu'un sol qui est contaminé industriellement, c'est la même chose qu'un sol qui est déjà naturel, une contamination naturelle ou anthropique. Donc, eux, ils sont pris avec cette situation-là. Puis, pour eux autres, c'est vraiment, ça générait des coûts immenses de tout remplacer les contaminations naturelles, comme on le fait pour la contamination industrielle. Donc, ils demandent des appuyés, puis d'envoyer une note au ministère de l'Environnement comme quoi qu'il faut qu'ils changent leur réglementation. Parce que sinon, ça va entraîner pour les municipalités des coûts énormes qui ne sont pas justifiés. Fait que, je propose d'approuver la recommandation. Tout le monde est d'accord? Oui. Guy, j'ai envie de te faire ce commentaire-là. Quand tu résumes les résolutions, là, dans tes mots, ça sort bien. OK. Tant mieux. On est rendu au comité consultatif d'urbanisme. 9.1 s'est retiré. Donc, 11.1, nomination de quelqu'un au comité consultatif d'urbanisme. Anne, je te laisse la parole. C'est le comité consultatif en environnement qui va avoir un nouveau membre qui s'appelle M. André Guindon. C'est pas en environnement, c'est en urbanisme. Excusez-moi, en urbanisme, oui, merci. Eh, mon Dieu, oui. Tu vas en avoir d'autres avec toi. Ouais, c'est ça. T'es veux tous, là. Grosse journée, hein? On peut pas toutes les avoir. Est-ce qu'on a M. Guindon ici avec nous? Non, il n'est pas là. Alors, c'est ça. Fait que donc, c'est Alain Lauzon qui a proposé qu'on engage M. Guindon à ce titre au comité consultatif en urbanisme. Donc, je propose de nommer à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme M. André Guindon à partir du 31 décembre 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 2025. 2025, t'as raison. Jusqu'au. Jusqu'au. Écoute, Anne, j'allais dire à peu près la même chose de Guy à toi, parce que toi aussi, t'es bonne quand tu résumes les choses, mais là, aujourd'hui, ça... C'est à partir de maintenant. Je prépare chez la CCU. Sport, loisirs, culture, 13.1. Michel, signature d'une lettre d'entente. Considérant que depuis quelques années, la municipalité procède à l'embauche de personnel à l'interne pour l'entretien ménager au lieu de donner ses tâches à contrat, qu'un poste temporaire à temps partiel est créé par lettre d'entente d'année en année, la municipalité souhaite créer le poste à temps partiel de préposé de manière permanente, considérant aussi que le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité et de la CSN est d'accord avec la création de ce poste. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 28, considérant la création d'un poste à temps partiel de préposé
à l'entretien ménager. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.2, Carole, addenda au contrat. Oui, depuis plusieurs années, M. Equino Marcenet, c'est l'organisateur de l'autofestivière de Mont-Blanc. L'événement a été devancé parce qu'il est nécessaire de modifier les modalités et de lier aux services rendus par les producteurs exécutifs. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au contrat et d'octroyer à Equino Marcenet à titre du producteur exécutif. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Michel, 13.3, autorisation de passage. Dans le cadre de l'événement cycliste, l'ascension du col du Nord-Est, Hill Climb, les cyclistes traverseront le territoire de la municipalité le 20 septembre 25. Les organisateurs de l'événement souhaitent que l'accueil des cyclistes et le départ ait lieu dans le stationnement de l'hôtel de ville et d'autoriser l'accès aux salles de bain du chalet de la mairie aux participants. Considérant que la sécurité des cyclistes est prise en charge par l'ascension du col du Nord-Est et que le ministère du Transport durable exige l'accord du conseil municipal à ce que les cyclistes traversent le territoire de la municipalité qui partent de l'hôtel de ville, puis en passant par la rue Saint-Faustin, la rue principale, le chemin du lac Quenouille pour se rendre à lac supérieur. Je propose d'autoriser les cyclistes de l'événement à traverser le territoire de la municipalité le 20 septembre 25 et d'autoriser l'organisation à utiliser le site de l'hôtel de ville ainsi que le chalet de la mairie sans frais. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.4, Carole, nomination. Oui, j'ai Mme Lucie Lauzon qui a participé à notre rencontre du comité consultatif sur la culture, le CCC, enfin non le CCC, mais les CCE. Donc, Mme Lauzon, elle a apprécié, puis elle a décidé de se joindre à nous. Donc, je propose de nommer Mme Lucie Lauzon à titre de membre du comité consultatif de la culture jusqu'au 31 décembre 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est rendu au point 14, c'est le point de tour de table des membres du conseil. Je vais y aller au hasard comme ça. Michel? Moi, juste rappeler aux gens que le 22 février, c'est notre journée festive un peu pour l'hiver en collaboration avec la municipalité du lac supérieur. Alors, on vous invite à participer à notre fête de plaisir d'hiver à lac supérieur. Réal? Pour continuer le plaisir d'hiver, il y a la pétanque qui vous attend. Les inscriptions vont commencer à 9h30. C'est à l'hôtel de ville de Lac-Supérieur. Et j'ai la bonne nouvelle de dire que le compte de taxes va être livré bientôt. Et dans le compte de taxes, il va y avoir une belle lettre pour se mettre un compte de taxes en ligne. On va pouvoir payer le compte de taxes en ligne et le recevoir aussi l'année prochaine par courriel. Tout ça est dans votre enveloppe, puis ça serait le fun que tout le monde embarque parce que c'est un coût moindre aussi pour la municipalité. Le timbre, le papier, et ainsi de suite, on additionne tout ça fois quelques milliers, mais c'est ça. Excuse, regarde, la pétanque l'hiver, c'est avec des boules de neige ou? Carole? Moi, je voulais attirer votre attention sur la programmation d'hiver. Je ne sais pas si les gens l'ont reçu ou si vous l'avez reçu ou si vous allez en ligne. C'est sûr, on a le plaisir d'hiver et les soirées de neige. Par contre, on a toute la programmation aussi d'hiver qui est là. On a eu 3 activités qui ont été cancellées. En fait, je voulais vous attirer votre attention sur ces 3 programmations-là. Donc, les cours d'espagnol ont été annulés par manque d'inscription. Il y a mouvement somatique, LDOA, et le yoga pleine conscience qui ont été annulés. Donc, ces 3 activités ont été annulées. Donc, c'était juste pour vous mentionner, que c'est dommage, mais manque d'inscription. C'est ça. Merci. Guy, avais-tu quelque chose? Moi, je suis tanné d'entendre parler de tarifs, mais je vous invite à acheter local. Exact. Alain? Non, rien de spécial. Ben, je fais du pouce sur ce que Guy vient de dire avec ce qui se passe avec, je dirais, l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Ben, le conseil a décidé de regarder ses achats, puis on a décidé d'arrêter d'acheter, de faire des petites commandes chez Amazon. Puis on va aussi regarder comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir
des frais de frais de douane avec les États-Unis. Donc, on est sensible à ça, puis on va toujours garder l'œil ouvert. Nous sommes rendus à la période de questions. Oh, je m'excuse, Anne. Non, Michel a parlé, mais Anne, j'ai oublié, c'est vrai. Excuse-moi, Anne. Puis c'est ça, moi, D'habitude, j'ai je parle en plusieurs dernier. affaires. En fait, je voulais juste vous dire qu'il y a des choses au niveau de l'environnement là, qui s'en viennent pour l'année qui vient. Il y a des jardins de pluie qui vont se matérialiser durant l'année. Et il va y avoir aussi un grand nettoyage pour l'année qui vient. Il va y avoir distribution d'arbres de compost comme à chaque année, sauf qu'il va y avoir aussi des plantations amies des monarques. Donc, dans la distribution d'arbres de compost, il va y avoir des arbres qui sont spécifiques pour les monarques. Et puis, il va y avoir aussi des plantations sur le terrain de la municipalité par rapport à ça. Il va y avoir un brunch des lacs. L'année passée, il avait été omis. Cette année, il va être remis au bout du jour. Et il va y avoir, dans le programme de protection des lacs, vous savez, la municipalité, on passe sur tous les lacs périodiquement. Il y en a toujours un certain nombre qui est fait à chaque année. Donc, cette année, les échantillonnages vont être faits au lac Carré, lac La Truite, lac Larin, Caribou et Cornu. Et puis, il va y avoir aussi une analyse des plantes aquatiques au lac Rougeau, lac de la Ripousse, lac du Racateur. Il y a des choses aussi dans d'autres lacs qui vont être faites spécifiques. Là, il y a eu des problèmes qui ont été notés dans certains lacs, donc il va y avoir des choses un peu spécifiques qui vont être faites par rapport à ça, qui ne sont pas dans le programme annuel des lacs, mais qui vont être faites, qui ont été budgétés, amenés au budget. Puis l'autre point dont je voulais vous parler, c'était, je veux vous parler de vidange. Donc, je voulais vous parler du compostage, pas du compostage, mais plutôt de la modernisation du recyclage. Je sais pas, est-ce que vous êtes au courant que le recyclage maintenant, ça a changé? Maintenant, la municipalité, il y a deux sortes de bacs, là. On est en transition, il y a encore des bacs verts, des bacs bleus qui sont utilisés. Ou les bacs verts qui sont utilisés, qui vont être changés pour des bacs bleus. Donc, là, on va retrouver les deux sortes de bacs dans la municipalité pendant un certain temps. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas dépenser trop d'argent pour tout remplacer les bacs bleus, donc ça va être fait de façon... Les bacs verts. Ceux qui sont encore bons. Merci. Ouais. Ceux qui sont encore bons, on les garde parce qu'on ne veut pas dépenser pour rien, puis on ne veut pas non plus avoir des dégâts pour rien, du recyclage pour rien. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi comment ça fonctionne là, pour les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire les changements là, par rapport aux petites barquettes, par exemple, là, où quand on reçoit de la viande, on a toujours souvent ça dans une barquette. Avant, on fallait venir les porter ici à la municipalité. Maintenant, vous pouvez les mettre directement dans votre bac. Styrofoam, tu veux dire? En styrofoam. Ah oui, mais ça va s'égrener. En fait, le styrofoam blanc... Oui, c'est celles qui sont en plastique, les barquettes en plastique, ça c'est correct. Les barquettes aussi qui sont en forme, tu sais, qui se cassent facilement, mais qui ne font pas des billes de styrofoam, on peut quand même les mettre au recyclage, la même chose. Okay. Puis, mais la seule chose qui ne va pas dans notre recyclage, en fait, c'est les petites, les styrofoams qui sont en mousse. Ces graines, là. Ces graines facilement, c'est ça. Les emballages, la protection, mettons, d'une télé. Comme ça, là, ou la construction aussi, là, ça fait des petites billes. Tu sais, quand on le casse, ça fait des petites billes. Ceux-là. Ceux-là, on peut les mettre ici. Ouais. C'est ça. Fait que même les bacs vont rester quand même là durant la période de transition. Fait que ceux qui sont habitués, là, vous pouvez continuer à les mettre au bac municipal. Bon, on va partir éventuellement. Il y a une question? Oui, il n'y aurait pas moyen d'avoir un bac pour qu'on puisse apporter nos bouteilles de verre. Bien, les bouteilles de verre, c'est dans le recyclage. Je suis très sceptique à mettre des bouteilles. Bien sûr. Ça va changer. Pour l'instant, c'est encore... je sais qu'on y regarde d'avoir un dépôt. Moi, je donnerais n'importe quoi pour me déplacer. Ça sent bien. Il y a des temps tard, ça sent bien. On les met en arrière de la maison de culture. Mais Oui, c'est ça, c'est pas tout le monde qui sont au courant de ça. Donc, pour les bouteilles, pour faire juste une conversation,
pour faire juste une conversation, les bouteilles par exemple, les bouteilles de vin, il y a la Maison des Arts qui va présentement les porter, qui font une collecte en vue pour aller porter les bouteilles là, dans le fond. Fait que c'est un service qui est offert à la Maison des Arts. Donc, vous avez encore... À l'arrière de la maison. Un container? Donc, c'est des boîtes qui sont là, puis à l'arrière, vous allez dans le stationnement à l'arrière, vous déposez vos bouteilles, puis... That's it. Ouais. Ben, c'est des bouteilles de vin. Ouais, c'est vrai. De boisson aussi, de fort, de fort. Donc, tous les types d'emballage maintenant sont acceptés, incluant, tu sais, des fois on a des sacs de chips où on avait l'habitude de les mettre aux vidanges. Maintenant, c'est dans le recyclage. Donc, ça, c'est une grosse amélioration. Donc, ça va diminuer de beaucoup le coût de l'enfouissement. Puis, ça va développer aussi des habitudes de recyclage ou de réutilisation ou des matières qui sont envoyées au recyclage. Ce qui serait bon, ça serait de sensibiliser les gens premièrement à rentrer leur poubelle quand c'est pas une décoration de rue. Et aussi de les mettre quand les poubelles sont au moins à moitié. Ça vaut pas la peine de les mettre. Mais en fait, ça, on en avait discuté, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on en avait discuté de ça. Parce que le camion est d'une certaine grosseur, c'est mieux de ne pas attendre, dans le fond, que ce soit trop plein avant de l'envoyer. Parce que parfois, en tout cas, ça arrivait par le passé, où le camion est obligé de faire 2 voyages. Donc, c'était plus avantageux d'avoir plusieurs petits voyages que d'avoir un gros voyage pour le camion. Là, puis de faire nous, chez nous, il y a quelques endroits où les gens laissent leur poubelle tout le temps. Donc, souvent, ça peut aussi être pour des camions mais ça fait arriver les camions. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait regarder. C'est pas tellement compliqué à faire. C'est sûr que c'est dur à comprendre au monde de enlever le bac du bord du chemin. C'est compliqué. Bon. Si on recule dans le temps, là, mon oncle André Levert, c'était son cheval de bataille, Feu André, là, c'est difficile à gérer, puis on parle d'il y a 10-15 ans qu'on avait déjà commencé à y réfléchir, mais quelles sont les actions qu'on peut faire? Les citoyens peuvent vous dire comment faire ça. Oui, mais c'est parce que le voisin, là, tu donnes la responsabilité au voisin parce que c'est un touriste, le voisin ne le fait pas, le touriste est amendé, c'est difficile à gérer, puis ça prend quelqu'un pour le contrôler. Il n'y a pas de recette parfaite. Nous autres, là, de chaque côté de chez nous, là, on sort de chez nous, puis il y a 3 là. C'est pas une décoration. Je comprends. J'ai déjà mentionné, M. le maire, qu'il y a des municipalités qui exigent que le propriétaire, qui n'est pas là à temps complet, doit avoir de donner à la municipalité le nom d'une personne qui va être responsable de ça. Bon, nous, on avait décidé à l'époque de ne pas s'embarquer là-dedans. On se souvient qu'on avait très peu d'employés, que peut-être qu'on est rendu ailleurs, là, mais pour l'instant, on a des choses, on a des dossiers qui sont un petit peu plus importants au niveau de l'administration. L'hiver va passer, puis on verra peut-être au printemps si on regarde ça. On avait une autre question. Mais on... Papier parchemin. Ah, le papier parchemin, ça peut être utilisé dans le compost. Quand on sort du papier parchemin pour de la bouffe, là, tu mets dans le compost. On est déjà pas mal dedans, là, mais je vais officialiser le fait qu'on est dans la période de questions. Infini ma question. Plus de questions. Oui. Point 8.1, vous avez donné compte à Prévost déménagement le fauchage. Le fauchage des bords de chemin. Est-ce que ça comprend tous les bords de chemin de Mont-Blanc ou comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des bords de chemin. Non, c'est impossible de les faire tous avec le contrat. C'est quoi? Comment ça marche? Bon, c'est un nombre de kilomètres qu'on donne, avec une certaine priorisation en fonction des choix. Si, par exemple, il y a certains tronçons qui ont été faits. Des fois, je sais que les gens n'aiment pas Hydro-Québec quand ils passent, parce qu'ils fauchent très large. Mais nous, on les aime beaucoup. Parce qu'ils nous font une partie de la job. On va essayer de se concentrer sur les endroits où le chemin va se refermer. Puis c'est vraiment le bordage. C'est pas de l'élagage. Dans son cas, lui, c'est comme un tracteur. C'est nettoyer les fossés. Oui, des fossés essentiellement. Là. Et vous allez voir sur le chemin des lacs, entre autres. Là. Il en fait des secteurs comme ceux-là, mais c'est sûr qu'il n'est pas capable de faire tout l'ensemble de la municipalité. Oui, je vous ai vu.
Oui. En fait, j'aimerais savoir où en est rendu là, l'élaboration du plan d'action pour répondre à votre vision stratégique. Mais là, la première, en fait, depuis qu'on a fait notre planification stratégique, elle est dans mon bureau, puis je la ressors lorsqu'on fait des discussions, puis lorsque ça s'y porte. Mais samedi passé, on a commencé à regarder notre aménagement, notre plan d'aménagement d'urbanisme et notre plan de développement. Ça, c'est dans le périmètre urbain. Ça va être sujet à une présentation, puis c'est une procédure, je vais le dire, là, référendaire. Merci, je cherchais le mot. Donc ça, c'est notre première vraie grosse étape. Étant donné que nous sommes dans une année d'élection, on ne voulait pas partir avec plein de dossiers. Puis on a l'absence de Daniel qui fait en sorte que Caroline a plusieurs chapeaux. Puis on a pris la décision, le conseil, de ne pas trop en demander à l'administration pour faire en sorte que le début de l'année se fasse bien. Notre nouvelle personne aux communications qui s'en vient, elle va nous aider à atteindre certains aussi objectifs de ce plan stratégique-là parce qu'il y avait beaucoup de choses au niveau de la promotion. Là. Mais on a fait notre premier grand pas, je trouve, au niveau de l'urbanisme. Puis toute notre refonte réglementaire qu'on va travailler. Donc, on est là. Plus vite qu'on peut, on l'amène. Merci. Bienvenue. Oui. Oui. C'était en lien avec, ou en complément avec ce que Anne mentionnait concernant le programme de surveillance des lacs, qui est très apprécié d'ailleurs, puis qui fonctionne bien. Mais ce qu'on sent aussi de la part de la plupart des associations de lacs, c'est un intérêt pour joindre le programme qui s'appelle RSVL, c'est-à-dire le réseau de surveillance volontaire des lacs. Ça, en fait, c'est un peu un complémentaire avec le programme municipal et c'est subventionné en bonne partie par le gouvernement provincial. Mais ce que ça fait, entre autres, c'est que ça augmente la fréquence des analyses d'eau. Et ça aussi, ça fait la promotion d'implication citoyenne autour des lacs. Le hic avec ce programme-là, c'est que ça coûte un petit peu de sous aux associations qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ce que je voudrais savoir, puis on a déjà eu un premier contact avec Jérémy Jourdain là-dessus, mais c'est quoi votre position comme conseil municipal par rapport à aider les associations, justement? Là? On paye déjà on ne payait pas les sommes. Ben, on n'a pas une position ferme, mais on a une orientation. Si tu veux y aller, Anne. Il y a une certaine portion du budget qui va servir à soit avoir des gens qui vont vouloir, qui sont acceptés par le RSVL, mais cette année, il y a un lac de plus dans le RSVL cette année, puis il a déjà été déterminé. Fait ceux qui ont déjà commencé le programme, ils vont continuer. Ils peuvent demander des subventions à la municipalité pour un remboursement pour le RSVL. Puis il y a aussi une chose que le RSVL fait à chaque année, c'est qu'il prend la transparence de l'eau, par exemple, à certaines périodes durant l'année. Fait que donc, on s'était entendu avec les conseillers que le coût d'achat pour un SECI, qui est l'appareil avec lequel on mesure la transparence du lac, ce soit acheté pour chacun des lacs qui désire l'avoir ou qui est capable de l'administrer, le test. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord au niveau du conseil. C'est nous autres qui vont payer. Okay. Là-dessus, je vous rassure, ça ne sera pas beaucoup cher, parce que finalement, sur 12 lacs, je pense qu'il y en a juste 2 qui ne l'ont pas. Les autres, ils les ont tous. Mais je pense que, d'abord, on l'apprécie. On était en discussion avec Jérémy aussi pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. Mais c'est quand même, si c'est seulement une nouvelle admission pour 2025 à travers tout le Québec. Oui. À travers tout le Québec? Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais il y a des programmes qui existaient par les années passées qui continuent parce que le RSVL va tester pendant 2 ans, je pense, puis après ça, ils attendent pendant 3 ans. C'est la troisième année, vérifie. C'est ça. Fait que donc, il y a beaucoup de lacs qui sont déjà dans le programme de RSVL qui vont continuer. Mais les nouveaux lacs qui sont rajoutés, là, cette année, il y en avait juste un qui s'est rajouté. Mais à chaque année, il faut faire des demandes, puis ça ne veut pas dire que cette année, si on avait juste un, que l'année prochaine, il n'y en aura pas. J'imagine que là-dedans aussi, il n'y avait plus de budget, là.
Ils savent sûrement. Mais pourtant, on a jusqu'au 15 février Oui, pour c'est ça. postuler. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Ça, c'est pour l'année prochaine. Fait que ce ne sera pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. C'est ça. Non, non, 2025. Pour 2025. Pour 2025. On a jusqu'au 15 février pour 2025. Oui, juste pour 2025. Et ce qui est un peu étonnant, puis là-dessus, c'est que quand j'ai appelé à Québec, les fonctionnaires me disaient oui, oui, il n'y a pas de problème, cette année, on va avoir de la place. Mais Je suis pas. De toute façon, pour répondre à votre question, les lacs qui sont intéressés, on pourra s'en reparler. Là. Nous autres, on avait déjà prévu de l'argent dans le budget pour faire des suivis avec le RSBL pour financer une partie de la RSBL. Donc, si il y a des lacs qui sont acceptés, vous revenez à la municipalité, en principe, ça devrait. j'ai une question. Hein? Avez-vous des informations complémentaires? Il y a une autre chose que je voulais faire aussi concernant les tests CEQI. Oui. Si vous voulez redonner les informations des CEQI à Mylène, elle va l'intégrer dans le programme de surveillance des lacs. Est-ce que la municipalité profite de tarifs réduits quand elle fait des analyses d'eau? Non. C'est le même tarif qu'une association de lacs va payer? Oui. OK. Oui, toutes nos analyses d'eau, c'est tout le même prix. C'est quand même assez dispendieux. Oui, très dispendieux. Ouais. Dans un an, on en dépense beaucoup pour toutes nos analyses aussi au niveau de la municipalité. Madame Rose, qui avait ça. Oui, je m'excuse, j'ai en train de taper à Mylène en même temps pour la protection des lacs, j'écoutais plus. Excusez-moi, Madame Rose. Si je comprends bien, la municipalité a réussi à avoir le OK du ministère des Transports pour 40 Oui, kilomètres. oui, en février. Moi, je trouve que vous avez fait de beau travail parce qu'à certains moments, on vous en a parlé. Puis ça ne générait pas un enthousiasme délirant. On est la deuxième au Québec. Hein? On est la deuxième municipalité au Québec. Il est venu à vous d'avoir le 40. Mais honnêtement, Madame Rose, moi je poussais depuis des années que je pose dessus, mais on se faisait dire que le MTQ n'était pas réceptif. Puis Mathieu va vous le confirmer, je suis revenu souvent avec cette demande-là, même avant que je sois maire. Puis on me répondait souvent que le ministère des Transports n'acceptait pas. Puis dernièrement, on a encore fait la demande. Puis là, finalement, ben on l'a eu, fait qu'on est vraiment content. C'est pas qu'on n'était pas enthousiaste, c'est qu'on connaissait d'avance la réponse, qu'ils ne le faisaient pas. Fait que là, on recevait les demandes, puis on se disait, ouais, nous aussi, on voudrait bien, mais on connaît. Mais on a continué à cogner sur le clou, puis finalement, ça a fonctionné. Puis on est content parce que moi, je trouve ça important, ce pas-là qu'on a fait. Pratiqué en demande. Moi aussi. Parce que je me dis, le 50, bon, je pense bien que je le respectais, là. Bon, mais 40, là, puis j'espère qu'il va y avoir un petit peu de police. De contrôle. Le problème, c'est bien dur de parler au ministère. Avant, on avait des rencontres par année. À cette heure, on est chanceux, on est en bout, les rencontrer une fois par année. Bon, C'est vraiment compliqué. Oui, mais là, vous avez eu gain de cause. Oui. En fait, c'est pas une question. La semaine dernière, jeudi dernier, j'ai assisté pour la première fois à la soirée remerciement à l'intention des bénévoles de la municipalité. Et puis, ben, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Puis j'ai déjà hâte à l'an prochain pour assister à la prochaine. Mais j'aimerais remercier les conseillers, mais aussi les cadres de la municipalité qui ont tous participé et contribué là, au succès de cette rencontre. Mais merci. Merci Ça fait beaucoup. plaisir de faire ça pour vous. Puis je pense qu'on pense tous la même chose. C'est un beau moment pour nous. On voit des visages qu'on ne voit pas souvent, puis on est content de vous voir, puis on est content de passer une belle soirée. Là. Pour nous autres, c'est aussi plaisant que vous autres, c'est sûr. Puis on est content que vous soyez là. Je veux juste renchaîner, j'ai eu des commentaires, j'étais assis avec les gens de sculpture, puis le monsieur qui était assis à côté de moi, il me disait que Mont-Blanc, c'était la seule ville où il pouvait prêter des salles. Je suis resté surpris qu'il me dise ça. Puis aussi, tous les différents comités, comme sculpture, il y a beaucoup de monde, là, mais c'est un peu comme le cœur de la municipalité qu'on ne voit pas souvent, là, mais qui bat régulièrement. Là.
Fait que C'est une fierté. Hein? C'est une Ouais. fierté. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai besoin de quelqu'un pour J'espère que vous proposer. avez ramené beaucoup de bananes chez vous. Ben, effectivement, la journée suivante, j'allais garder mes deux petits-fils. Alors, ils étaient Ça a bien à donner. T'es Je pratiqué. propose, M. le maire. Vous proposez la fin de la séance, Ouais. M. Michel Bédard? Ouais. Ben, je vous souhaite un beau retour à la maison. Merci d'être là. On se revoit bientôt.